Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Richard Capmartin pour la deuxième fois. Richard Capmartin, je te proposerai de te représenter, mais tu es le fondateur du cabinet de recrutement RC Human Recruitment. Et ensemble, on va parler aujourd'hui de médiation. Alors, la médiation, c'est un champ et un sujet qui peut être très large, mais moi que je trouve très intéressant dans le cadre du médico-social et des EHPAD, parce qu'on se retrouve souvent coincé entre des familles, des professionnels, et il faut faire beaucoup de négociations. Voilà, il faut réussir à satisfaire tout le monde, et c'est souvent très compliqué. Surtout, je pense encore plus aux familles quand on est dans des contextes de souffrance, de culpabilité, de grandes difficultés. Comment on arrive à avoir un discours qui va être rassurant, qui va permettre d'avancer. On va parler de ça. Notre premier sujet en juin 2021, qui date un petit peu, c'était un focus sur le métier de directeur d'EHPAD. On avait beaucoup parlé des compétences, de qu'est-ce qu'il faut apprendre, comprendre, qu'est-ce qu'il faut être aussi pour être directeur, directrice d'établissement. Euh, Vu que ça, c'est ton cœur de métier, comment comment est le marché de l'emploi des directeurs d'EHPAD, en sachant que j'oriente un peu ma question quand même. Pour moi, avant le Covid, c'était un petit peu un the place to be, tu vois, un truc cool de réorientation de carrière, machin, je fais dans le social, dans l'humain, dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en post-Covid, post-tout, est-ce que c'est pas devenu un métier qui fait flipper? Super, bonjour Arnaud, je suis ravi de te retrouver, que le temps passe vite, tu as raison. Alors en deux mots quand même, me redéfinir, peut-être pour ceux qui nous écoutent, on me dit chasseur de tête, bien sûr, mais n'oublie pas que je suis formé effectivement au coaching, en neurosciences, et puis tout récemment également, j'ai fait un diplôme universitaire de médiateur à l'Institut catholique de Paris, IFOMEN, où au sein du cabinet, au-delà de la chasse de tête, on développe également du coaching et de la médiation. Voilà, et on fait partie d'un groupe auprès de Claude Evin, d'un groupe qui s'appelle le JMES, où nous sommes plusieurs médiateurs en santé qui essayons en tout cas, de promouvoir l'intérêt, les enjeux de la médiation. Et moi, j'aime à parler de la médiation comme un outil qui peut aussi accompagner aussi les managers dans leurs difficultés à gérer des conflits. D'ailleurs, c'est aussi une de mes interventions auprès du CNAM dans le master humaniste qui forme des directeurs futurs du médico-social, où je parle du manager médiateur. Alors, je suis très content qu'on parle de ce sujet, mais déjà, je vais répondre à ta première question qui est un peu l'enjeu du recrutement. Et tu sais bien que je suis spécialisé effectivement dans le médico-social depuis de nombreuses années, puisque je suis intervenu au moment de la loi 2002 sur les évolutions des métiers de directeur. Et puis, je continue à beaucoup intervenir auprès du magazine Gyroscopie, puisque je fais partie du comité de rédaction et membre de plusieurs CA de maisons de retraite. Aujourd'hui, concrètement, il y a beaucoup d'offres de directeurs d'EHPAD sur le territoire depuis l'après-Covid, parce que, en fait, beaucoup de personnes se sont réorientées, ont changé de métier, clairement, en sont parties. C'est la première raison. Il n'y a pas de données exactement qui existent, en tout cas à ma connaissance, là-dessus. Donc, beaucoup de gens ont changé de métier, beaucoup de gens sont partis aussi à la retraite. C'était quand même un secteur aussi vieillissant. Ça, j'ai beaucoup vu, tu vois, beaucoup de collègues qui, à un moment, se sont dit, allez, je compte mes trimestres et puis en fait, c'est bon. Voilà. Tu vois. Alors, il y a eu ça. Et puis aujourd'hui, il y a une grande mouvance. C'est que beaucoup aujourd'hui aussi veulent faire de la transition.
veulent faire du coaching. Et tu as de plus en plus de directeurs en fait qui veulent plus endosser, s'investir sur du long terme dans des organisations et qui peuvent peut-être en tout cas choisir à un moment de se dire allez, je fais de la transition parce que c'est des missions assez courtes, je m'investis pas sur du long terme, ou alors idéalise aussi ce qu'est l'accompagnement à travers le coaching. Donc en fait, on se rend compte qu'on a une déperdition clairement de candidats et qu'on a aujourd'hui effectivement plein d'offres sur le territoire avec des difficultés quand même de recrutement de professionnels, de gens en capacité quand même à piloter des structures comme celle des EHPAD qui sont quand même des organisations extrêmement compliquées, difficiles. Le rôle de directeur d'EHPAD, ben non, c'est pas the place to be, c'est fini, clairement. C'est un métier extrêmement difficile et vous pouvez voir un petit peu tous les articles que je peux dire au sujet. C'est un métier, on le sait bien, où vous êtes écartelé entre des enjeux de famille, de résidents, de collaborateurs, d'absentéisme, de motivation, de pression de résultats, d'ARS qui débarquent, d'injonctions. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas simple. Et si tu veux, dans mon métier de recruteur, à travers toutes mes formations, ben, mon enjeu, c'est quand même d'évaluer la capacité aussi émotionnelle, l'harmonie avec soi-même d'un candidat à gérer tout ça. Et, et du coup, Arnaud, ce que je voulais juste te dire, c'est que du coup, ça nous permet de rebondir sur l'enjeu de la médiation. J'y pensais parce que, alors tu vois, pour rebondir sur la Oui. médiation, en fait, tu as dit gestion de conflit. Et en fait, c'est ça qui, je pense, épuise tout le monde. C'est être tiraillé tout le temps sur. Alors, tu vois, c'est pas tant le conflit, mais c'est surtout, moi, je trouve, le reproche. Le reproche de l'ARS vis-à-vis de l'établissement. Vous n'avez pas fait tel document à la con. Une famille qui, du coup, en veut plus et c'est normal. Un professionnel qui comprend pas forcément ce qu'on lui demande et qui est pas forcément d'accord. Et du coup, c'est tous ces conflits-là, je pense, qui épuisent et qui demandent à être géré. Et du coup, je trouve que ça fait une très bonne transition vers la médiation. Oui, parce que, comme j'aime à le dire, les établissements de santé médico-sociaux, ce sont des poudrières émotionnelles. Et quand on est directeur et quand on travaille dans ces établissements, c'est pas par hasard, c'est que quelque part, on est soi-même, même si on travaille, même si on se forme, mais il y a quand même une sensibilité à l'autre. On n'est pas par hasard dans ce domaine d'activité, dans ces domaines d'activité. Donc, comment on gère les émotions, comment on gère le conflit? Ben, c'est par le dialogue. En fait, c'est pas Arnaud le problème, le conflit, c'est qu'est-ce qu'on en fait du conflit. Et le conflit, c'est quelque chose finalement de positif. C'est une façon à un moment d'exprimer quelque chose. Mais à travers le conflit, bah, il faut en tout cas savoir, oui, redescendre toute cette dimension émotionnelle. Et donc, la médiation est un magnifique outil. On se rend compte quand même que très souvent, les gens ne se comprennent pas. On est aujourd'hui dans des sociétés où on imagine que, on pense que, on ne communique plus, on se regarde. Ça, c'est un peu certainement dû aux évolutions à travers les écrans, etc. Une société individualiste. Et donc, pour moi, mon rôle de médiateur, et ça, c'est hyper important, mais c'est toute ma vision de l'accompagnement de mes candidats et de mes clients depuis de nombreuses années, je me considère comme un créateur de liens. Je peux te donner un exemple, Arnaud, c'est un pont. Il y a eu, je sais pas, un accident, le pont est coupé, on ne peut plus passer d'un côté à l'autre. Le médiateur, il est au milieu du pont, il crée du lien entre les parties. Et en quoi, excuse-moi, je suis dans je suis dans mon truc, tu vois que ça me passionne. Et le médiateur, il intervient vraiment sur la gestion des conflits, les contentieux, rétablir et améliorer la relation dans la communication. C'est un espace d'échange confidentiel. Il permet aussi d'accompagner les transformations. Voilà, donc il permet en tout cas
à ce que les gens expriment leurs émotions, leurs ressentis et qu'ensemble trouvent leur propre solution. Est-ce que je suis assez clair ou pas? Non, non, c'est très clair, mais tu vois, on en revient, toujours à la même histoire et au même problème, tu vois, que ce soit du management, c'est toujours une question de communication et de se dire, bah, le problème, c'est juste parlez-vous, écoutez-vous, trouvez une solution et ça va aller. Mais juste parlez-vous. Si vous parlez pas, c'est pas possible. Et c'est vrai que parfois, le dialogue est très difficile et le fond du problème, c'est l'émotion, hein. Je disais culpabilité, mais pas que, c'est l'émotion au sens large. Et la question, tout l'enjeu et la difficulté, c'est bah, comment on arrive à remettre les gens, pas forcément autour de la table, mais tu vois, en dialogue, quoi. Comment toi tu fais? Ah, alors, bah, tu sais, déjà, il faut savoir qu'un médiateur, c'est quelqu'un de formé. Je peux te dire quand même qu'un DU, accroche-toi, hein. Et puis l'IFOMEN, c'est pas, c'est quand même, je t'invite à regarder à l'occasion, en tout cas à ceux qui nous écoutent et intéressés, il y a un mémoire à rendre, voilà. La formation, par exemple, des IFOMEN, je ne sais plus combien d'heures, mais c'est quand même 18 mois. 18 mois et à la clé un médiateur. Et la médiation, ah bah, ça s'apprend en faisant, hein, mais comme plein de choses. Mais c'est un processus structuré, la médiation. Donc, pendant 18 mois, par exemple, on apprend, on est beaucoup dans la mise en pratique de situations, d'accord. Et le rôle, on t'apprend en tout cas en tant que médiateur à travailler sur quelque chose de très important dans la posture du médiateur, de travailler en neutralité, en indépendance et en confidentialité. Alors ça c'est franchement les points cardinaux de la médiation, hein. Le médiateur, tu es formé déjà à ta posture, neutralité, indépendance, confidentialité. Voilà. Et après, bah, tu suis souvent une méthodologie qu'on t'apprend. Alors, bah, moi, je vais t'en donner un outil que j'utilise, mais qui est connu des médiateurs et qu'on peut retrouver sur le net. Ça s'appelle la roue de Futac. Voilà. Et la roue de Futac, c'est un processus, en fait, de Thomas Futac, qui l'a donc créé, où on fonctionne par étapes avec les parties. Alors déjà, la première partie, si on prenait l'exemple, je ne sais pas moi, d'une famille pas contente de l'accompagnement des collaborateurs et de soignants, bah, par exemple, qu'est-ce que je ferais moi? Bah, je verrais dans un premier temps la famille du résident séparée. Je les écouterais en confidentialité, neutralité, indépendance. Je les mettrais à l'aise, à part. Et puis après, je verrai les équipes des aides-soignants infirmiers. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte, hein? Je rappellerai un petit peu le processus de médiation et je les réunirai en ce qu'on appelle une plénière. Donc, je les réunirai, les deux parties, et je me mettrai au milieu de ces parties pour recréer la passerelle, le fameux recréer du lien. Et ensuite, j'applique ce qu'on appelle la route FUTAG. Donc, c'est des étapes, c'est le quoi. Je demande à chacun, déjà, je remets la règle de la médiation, hein, comment ça va se passer. Je remets en confiance les uns les autres. Je rappelle la confidentialité. Je rappelle l'indépendance parce que chacun peut arrêter quand il veut la médiation, hein. On n'est pas obligé, c'est volontaire. Voilà, je rappelle aussi l'impartialité que je vais avoir. Mais en tout cas, le médiateur, c'est quelqu'un qui doit être soutenant pour les deux parties. C'est aussi important, hein, quand je parle d'impartialité. Il soutient les uns et les autres. Mais il n'a pas une posture de conseil. Il va permettre à ce que les gens accouchent, c'est ce qu'on appelle le processus de maïeutique, permettre à travers des questions, des reformulations, à ce que chaque partie puisse exprimer, accoucher ses ressentis, etc., etc. D'où l'intérêt pour moi d'avoir été formé à toutes les techniques dont je t'ai parlé avant. Et donc, je reviens à mon processus Thomas Futac. Donc, j'ai vu les parties de façon individuelle, je les réunis, je reparle du cadre et je permets à chacun de s'exprimer et je reformule et je questionne, etc., etc. Donc, en fait, on démarre toujours par une étape qui est le quoi, où chacun exprime. Après, on parle le pourquoi la situation. Voilà, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, on aide à exprimer les émotions des parties. Et puis après, on propose des idées que les parties proposent, hein. Nous, on n'est pas là dans le conseil. On essaie qu'ils trouvent eux-mêmes leur solution au conflit.
Voilà. Et après, une fois qu'ils ont trouvé des solutions, ben, comment ils vont s'y prendre pour mettre en place les solutions qu'ils ont trouvées ensemble. Ce que je trouve super intéressant là-dedans, alors autant la neutralité, l'indépendance, ok, c'est logique, et c'est vrai qu'avoir quelqu'un d'extérieur, ça simplifie aussi les choses, parce que si je reviens au directeur, souvent, il cristallise aussi beaucoup de, comment dire, un peu d'animosité. Tu vois, je reprends un sujet, un truc qui m'a vraiment marqué sur une... C'était, je pense que c'était peut-être une question de médiation, tu vois, hein. Il y a quelques années, pas très longtemps, hein, c'était post-Covid et tout ça, je me retrouve dans une situation où on va faire un projet d'accompagnement personnalisé pour une famille et la cadre me dit, avec la famille, c'est très très compliqué, j'aimerais bien que vous soyez là. Et elle me dit clairement, je vais m'en prendre plein la gueule, donc j'aimerais bien que vous puissiez faire le tampon, tu vois, prendre un petit peu. Et du coup, je viens. Et ce qui était super, enfin, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tu vois, j'arrive et j'étais le premier arrivé avec la famille, la fille de la résidente. Et du coup, bah, je me présente parce que c'était voilà, c'était sur un gros établissement, je l'avais jamais rencontré, donc je me présente et tout ça. Et elle me dit, c'est vous le directeur financier, tu vois. Et dans financier, il y avait énormément de haine. Et je me dis, bah, euh, bof, moi je suis juste le directeur de l'EHPAD. Après, voilà, il y a une équipe de direction, il y a un DAF, si un jour vous voulez le rencontrer, mais voilà. Et je sentais que c'était compliqué pour elle. Et ce qui m'a marqué, c'est que l'entretien, le rendez-vous avec beaucoup de membres de l'équipe s'est super bien passé. Alors, qu'il y a aussi là où les soignants, ils ont été et enfin, et c'est même pas, tu vois, ils ont été exceptionnels à ce moment-là parce que je pense qu'ils le faisaient tout le temps. Mais c'est quand la résidente arrive, elle est bien habillée, bien coiffée, souriante, et que tu vois, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais et d'un coup, en fait, tu sens que tu as une famille tendue, mais tu as une résidente qui arrive et qui semble épanouie. Et du coup, ça casse un petit peu le. Tu vois, tu te dis, bah, il y a un bug. En fait, la famille, elle n'est pas contente, mais la résidente, elle va bien. Donc, c'est quoi son problème? Et tu vois, finalement, on s'est rendu compte au cours de l'entretien, et ça m'a vraiment marqué, hein, que en fait, le fond de son problème, c'était de voir sa maman qui, en fait, enfin, elle l'a exprimé comme ça, qui était en EHPAD, qui perdait, en fait, enfin, tout son patrimoine y passait, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de revenus, un petit patrimoine et tout ça. Et dans la tête de la fille, le fond de son problème, c'était, ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Maintenant, elle est en EHPAD et en fait, tout son patrimoine y passe. Du coup, elle aura jamais pu profiter ni rien léguer, tu vois. Et c'était pas une notion de legs d'héritage pour la fille, tu vois, parce que ça Mm. arrive des familles qui se disent l'EHPAD, c'est un gros Oui, c'est problème parce qu'à la fin, il nous reste rien. souvent. Mm. Tu vois, on n'était pas là-dedans. C'était pas la fille qui le voulait pour elle. C'était plus vraiment cette notion de transmission et de se dire, en fait, bah, du coup, c'est quoi sa vie, quoi. Elle a travaillé et à la fin, il reste plus rien. Tu vois, un peu en mode grosse arnaque. Et du coup, ce qui était vraiment intéressant à ce moment-là, c'est que, en fait, du coup, le fait d'avoir cette plénière avec toute l'équipe et tout ça, on a pu justement l'écouter. Et à la fin, pas apporter de solution. Enfin, on a apporté des solutions réelles par rapport à l'accompagnement. Donc, des trucs classiques, tu vois. C'était lui dire, bah, quand le médecin y passe, qu'est-ce qu'il a dit, faire un peu plus de kiné, des trucs, en fait, basiques, tu vois. Mais pour la fille, j'ai senti qu'à un moment, tu vois, le ballon de l'émotion et de la colère, il s'était bien réduit, juste de pouvoir exprimer et de montrer que bah oui, on avait compris et que nous, bah, en même temps, on n'y pouvait pas grand-chose, tu vois, c'était hôpital public, donc pas cher non plus, mais tu vois, elle était juste au-dessus du seuil, enfin, aide sociale, enfin, c'est compliqué, mais du coup, toute cette colère, elle a pu un peu s'atténuer grâce à juste un temps de dialogue, quoi. Ben, c'est super. En fait, c'est parce qu'elle a été entendue, en fait. Vous avez pris le temps de l'écouter. Et je pense que la base, c'est ça, c'est la fameuse écoute active. Je pense que dans le conflit, c'est déjà entendre les gens puissent s'exprimer. Et voilà, c'était top, votre action. Après, quand tu parles d'avoir fait venir la dame à la plénière, bon, je ne sais pas, là, du coup, son niveau d'autonomie devait être bonne parce que ça a ses limites aussi sur la santé mentale du résident qui peut être pris. Moi, il y a certaines plénières où il n'y a pas l'usager, le résident, parce qu'il faut aussi le préserver. Ouais. Bah là, Hein. tu vois, c'était une dame avec
des petits troubles cognitifs. Donc elle a pas vécu le truc de la même manière. Et en fait, au départ, tu vois, c'était pas tant prévu parce que c'était un projet de vie classique, en fait, un projet d'accompagnement personnalisé. On était là pour discuter de son accompagnement, de voir ce elle pouvait nous dire par rapport à ses attentes et qu'on puisse valider des propositions avec elle. Tu vois. Et on s'est aussi rendu compte à ce moment-là que du coup, la fille, elle vivait mal aussi les troubles cognitifs parce que du coup, elle perdait la reconnaissance de sa mère. Bien Et sûr. la résidente, elle lui a balancé deux, trois tacles complètement décalés qui lui ont fait un mal fou. Tu vois. Et finalement, on se rend compte aussi à ce moment-là que ben, la fille, elle pouvait avoir une petite tendance à décaler cette violence qu'elle prenait et à la rabattre sur nous. Et en particulier sur un directeur financier, tu vois. Oui, 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 Mais ce oui. qui construit, tu l'as dit, hein, une poudrière émotionnelle, vraiment un truc qui est prêt à péter à tout moment, en fait. Et pour le directeur, moi, je sais que ça, c'était, tu vois, du 2022 post-Covid. J'ai pris des coups, mais de fou, tu vois. Des gens qui me disaient, bah, en fait, mon père il est mort, c'est de votre faute, vous l'avez tué, parce que il a eu le Covid. Tu dis, bah, ouais, mais bof, quoi, tu vois. Et c'est vrai que encaisser ça à longueur de journée, Oui, c'est pas évident. Oui, il je faut pense quand qu'il y en même. a beaucoup qui se disent, allez, c'est bon, quoi. Oui, et c'est pour ça que soi-même, il faut être en tout cas en harmonie avec soi-même. Il faut déjà soi-même en tant que cadre dans ce type d'organisation être quand même bien dans sa gestion propre émotionnelle, quoi. Ça, c'est clair. Après, c'est vrai que vous avez permis quand même d'encourager le dialogue et la compréhension mutuelle, et c'est quand même l'enjeu dans l'amélioration des relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Tu regardes Arnaud, combien de couples se séparent? Bah, ils se séparent parce qu'ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de conflit. Et le conflit, c'est un moment de se réajuster, en fait, de ce que chacun attend l'un de l'autre. Voilà, c'est ça encore qui est important de te le redire. Que les gens se séparent. Par exemple, si on parle dans notre vie privée, on se sépare, bah parce qu'on ne se parle pas, parce qu'on ne se réadapte pas, on a évolué et nos attentes sont différentes. Donc, et voilà, et le conflit permet d'exprimer à un moment ce qui est important pour l'un ou pour l'autre. Voilà, enfin, on pourrait le résumer à ça. Et tu sais, comme je suis passionné par les neurosciences, tu l'auras compris, il y a quand même eu des études en neurologie qui ont montré que la médiation a des effets positifs sur le cerveau par le fait de l'écoute active, la communication, voilà, ce qui résolut en tout cas à réduire le stress et à améliorer le bien-être parce qu'on se sent entendu. Et ça, je pense que c'est vraiment la base de tout, en tout cas. Ouais. Ouais, parce que moi, je généraliserais même, tu vois, à la base du management. Absolument. Et c'est pour ça que le CNAM me demande d'intervenir auprès de ses futurs managers, directeurs d'établissement sur en quoi la médiation peut être utile comme outil, là je te parle Ouais. d'outils pour un manager, pour utiliser les fameuses techniques que je t'ai expliquées à travers la roue de FUTAC, qui est quand même cette capacité à ce que les gens expriment. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est sûr, il faut une méthode. Et c'est vrai que le côté de quelqu'un d'extérieur qui, au départ, est neutre, mais tu vois, où il n'y a pas tous les a priori de toute façon, il s'en fout, ce qu'il veut, c'est que prendre les sous et machin et tout, il fait que le dialogue, il est difficile à remettre en route, quoi. Et c'est vrai que parfois, avoir quelqu'un, enfin, avoir cet aspect extérieur, c'est intéressant. Alors, excuse-moi, je voudrais rebondir sur les sous parce que c'est quand même important aussi d'en parler. Du coup, tu sais, en fait, il y a une étude qui a été faite, bon, elle n'est pas récente, en 2014 par le Parlement européen, qui a mis en lumière l'impact financier des conflits au sein des organisations, au sens large, hein, je te parle. Ben, en fait, dans cette étude, ils disent qu'en moyenne, une décision de justice, par exemple, ça coûte en moyenne 9 200 euros, tandis qu'une solution de médiation, on est autour de 3 400 euros. Parce que Ouais. la médiation, elle est facturée comment et d'ailleurs, ça mériterait de faire un autre sujet, parce que oh là là, la médiation, il y a plein de choses à dire. Souvent, on confond médiateur avec conciliateur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Un médiateur facture une prestation qui est soit la journée, souvent, c'est un forfait, soit une facturation à l'heure.
Et encore une fois, le médiateur hmm, n'est pas là pour conseiller et aider les gens à trouver. Voilà, il accompagne à ce que les gens trouvent eux-mêmes des solutions. Ouais, bien sûr. Quand- Non, mais et tu vois, moi j'imagine le coût, mais tu prends le coût d'un établissement de famille enfin, en fait, c'est un coût énorme, et même entre les équipes, tu vois, les conflits, tout le temps qu'on passe pas à s'occuper des gens, bah déjà c'est un peu con, mais d'autant que derrière ça génère des problèmes, des trucs, des choses pas faites, tu vois, la colère, les événements indésirables, les plaintes, l'image, le tout, et tout part en vrille, du risque psychosocial aussi, hein. D'ailleurs, enfin, tu es bien placé pour savoir qu'un directeur qui claque la porte, ça coûte un bras à une organisation. Donc, et que Eh ce oui, soit. mais d'où l'enjeu de sécuriser son recrutement par des cabinets solides. Mais oui, Hein, non, mais tu vois, je pense et au. intégrer. Tu as raison, l'enjeu c'est l'intégration et Bah ouais, l'identification potentielle. parce que quelqu'un qui part, le temps de mettre un nouveau et tout ça, et surtout si tu te rates, bah, tu perds une énergie folle aussi, tu vois. Et c'est ça le sujet, quoi. Et c'est des établissements qui ont besoin d'une stabilité, d'une continuité. Et tout ça, c'est pas simple. Et je pense que pour revenir à ce qu'on dit depuis le début, la clé, c'est la communication. Il faut C'est la savoir se communication. parler, se dire les choses. Et tu vois, même juste ça, c'est super difficile. Mm. Parce que, est-ce qu'on peut dire les choses? Et puis, quand on dit les choses, comment c'est perçu, comment c'est reçu? Tu vois, sur une médiation ratée à un moment, je me souviens, c'est plus ancien, hein, mais par dépit et à un moment de plus en pouvoir de dire à une famille, tu vois, qui demandait, qui râlait un peu, mais qui avait toujours besoin d'un peu plus et qui était toujours un peu dans la défiance et tout ça. Et au bout d'un moment, c'est de leur dire, bon, en fait, vous savez, si vous n'êtes pas content, juste faut pas rester, quoi. Vous trouverez mieux ailleurs, il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. Et puis là, tu vois, ça prend encore plus de proportions. Ah bon, c'est ça votre solution, machin Oui, truc et tout. oui, Et oui. là, on est reparti encore dans. Je viens de remettre une pièce pour que ça parte encore plus en vrille, quoi. Oui, oui, c'est souvent, c'est pour ça que c'est souvent aussi ce que tu dis, c'est un défaut quand même d'explication et de communication à l'intégration du résident. La base, tu es d'accord, c'est si on prépare bien la venue d'un résident en amont et qu'on ait une communication assez claire de comment ça va se passer par la suite, normalement, on atténue quand même Oui, des conflits à venir qui pourraient être, non? c'est ça. Après, dans 80% voire plus des cas, ça marche bien. C'est juste qu'il y a certaines situations qui font que du détail, enfin du détail. Pour moi, c'est plus un contexte et une histoire, tu vois, des choses, des éléments qui sont un peu différents et qui font que bah, c'est un peu plus anxiogène ou plus compliqué. Et, et c'est ces points-là sur lesquels il faut être vigilant. Puis après aussi des gens aussi qui sont compliqués parfois, mais ça reste une minorité. Ouais. Il y a quelque chose que je voudrais quand même te rajouter, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent euh, le savent certainement. Tu sais, au niveau du CVS, donc du Conseil de la vie sociale, il est prévu en tout cas qu'il existe un médiateur de la consommation. Oui, De faire appel à un médiateur de la consommation. Mais je tiens juste à vous rappeler que le médiateur de la consommation, il n'intervient pas sur les sujets dont on parle avec Arnaud en ce moment, il n'intervient pas sur les tensions et les litiges entre les résidents, les proches. Voilà, souvent, enfin il me semble, hein, qu'il va peut-être davantage, son rôle principal, c'est de régler les litiges liés à l'hébergement. oui, et puis commerciaux, quoi. Ce qu'il y a dans le contrat de séjour et sur la facture, quoi. Et Ouais, sur, mais voilà, mais c'était important que que je le reprécise parce que oui, il y a un médiateur à la consommation, mais son rôle n'est pas du tout le même. ouais. On n'aura pas le temps, mais on pourrait aussi aller sur la personne qualifiée, où moi j'ai eu quelques expériences quand c'était sollicité par les familles, où je pense qu'il y a un petit défaut de formation, en tout cas pour les gens avec qui je suis tombé, où il y avait de la bonne volonté, mais c'était pas vraiment une aide finalement, et ça a amené presque plus de frustration pour les familles, de se dire, bah en fait,
il nous a pas vraiment écoutés, tu vois. Et ça revient à ce que tu dis, à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire, la personne qualifiée? La personne qualifiée, c'est un outil de la loi de 2002 c'est des personnes qualifiées, tu vois, qui sont nommées par l'ARS ou les départements et dont on fait l'affichage dans les établissements et qui peuvent être sollicités par les résidents ou les familles. Ok. Personnes qualifiées. Non, mais l'enjeu, c'est quand même la formation. C'est-à-dire que je te reviens à te dire que moi, le DU, c'est quand même 18 mois, il y a un mémoire. Et puis, tu as des formations de médiation, c'est que 15 jours. C'est comme le coaching. Moi, j'ai fait un coaching, ça m'a duré 2 ans pour obtenir cette formation de coach. Et puis, il y a des formations de coaching, ça dure 3 semaines. Voilà, donc c'est quand même aussi l'enjeu, c'est comment sont outillés, en tout cas, les personnes qui interviennent. Et on peut pas, on est quand même dans la vulnérabilité, on est vraiment dans l'émotion. Donc, il faut quand même, en tout cas, que la personne tierce, quelle qu'elle soit dans son intervention, soit extrêmement bien outillée, quoi. On peut pas, ça s'improvise pas. Tout ça ne s'improvise pas. Non, bien sûr. Alors, pour conclure, si on est face à une difficulté et qu'on voudrait faire intervenir un médiateur qualifié et compétent comme toi, comment on fait? Alors, je pense que déjà, c'est de s'assurer, peut-être de se rapprocher d'une association de médiateurs. Ouais, Et forcément, je vais vous citer celle du JMS. on mettra le Le lien. JMS, on se retrouve que des médiateurs issus de la santé. Alors bien sûr, c'est pas, bien sûr, Arnaud, on n'est pas obligé de venir du secteur, mais en même temps, quand tu as un médiateur qui vient du secteur, ben, il connaît quand même les enjeux, il connaît les acronymes, il va comprendre les difficultés que peut rencontrer l'aide-soignante et l'infirmière, il va comprendre ce qu'elle est en train de dire, il va comprendre ce que aussi est en train de dire la famille. Donc, être issu quand même du secteur, même si c'est pas obligatoire, je pense que c'est quand même un plus. Ça crée la confiance des parties, parce que tout de suite, les parties vont vite voir qu'ils ont affaire à quelqu'un qui connaît bien les environnements et les enjeux opérationnels quotidiens des organisations. Voilà, donc s'assurer quand même d'une organisation. Alors le JMS, je reviens à ça, c'est qu'on n'est que des médiateurs en santé venant de l'IFOMEN. Et puis après, effectivement, soit le JMS, soit des cabinets comme moi spécialisés dans le secteur uniquement et de faire appel à ces gens-là. Voilà. Bon, bah, super. Souvent, Et ben, souvent, ouais. juste pour terminer, la demande vient du directeur de l'établissement, parce que je pense que les directeurs sont tous acculturés à cette démarche, mais elle pourrait venir quand même de plus en plus aussi, je trouve, ben justement des collaborateurs, des familles, voilà. Non, c'est sûr. Et ben, merci pour toutes ces infos. Et puis, bah, à bientôt. Ben à bientôt Arnaud, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode.